Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promise et qui me fait très plaisir. Donc ça va être la vidéo du 31 décembre. Et donc ça va être sur ce que j'ai aimé cette année. C'est le moment de faire une rétrospective, je dirais, culturelle, je dirais, de loisirs. Culturel, c'est un grand mot en fait. Il n'y a rien de... Ouais, y a des livres, mais on ne peut pas dire que ce soit de la littérature classique, vous voyez le truc. Mais je trouve que une lecture... euh, en fait, pour moi, pendant longtemps, une lecture, ça devait être source d'apprentissage de quelque chose, etc. Et plus je vieillis, et plus je me dis, ça peut être aussi... une lecture de loisir, une lecture de plaisir, enfin, c'était un plaisir aussi d'apprendre des choses, mais ça peut être aussi une lecture distractive, je dirais, voilà, hein. Je sais pas si... Je sais plus parler, excusez-moi, mais là je tourne, on est le 26, j'ai encore les fêtes dans la tête, donc voilà. Je vais beaucoup mieux, merci pour ceux qui ont pris de mes nouvelles, je suis encore un peu encombrée, mais rien de dramatique, en fait, hein. Voilà, donc j'ai décidé donc de vous faire une sorte de rétrospective de ce que j'ai aimé de cette année. On va parler de livres, on va parler de fiction audio parce que c'est pas toujours simple pour tout le monde de lire, mais écouter, ça, tout le monde peut. On va parler donc de fiction, c'est-à-dire de... Quand je parle de fiction audio, c'est pas une lecture audio, d'accord? On va parler de podcast, on va parler de d'émissions, on va dire, de radio, mais c'est pas de la radio, c'est du podcast, du coup on peut l'écouter comme on veut. Mais on va aussi parler de... forcément, je vais vous parler de lecture audio, au moins d'une ou deux, mais je vais vous parler aussi de création complètement auditive, en fait, hein. On peut trouver le livre, mais on peut aussi juste écouter la fiction qui, à mon sens, je pense qu'on peut trouver un sur les trois que je vais vous présenter. Je pense qu'on peut trouver, je sais qu'on peut en trouver un en livre parce que je l'ai. Les autres, je ne crois pas. Mais je vous conseille plutôt d'écouter la fiction que de lire le livre parce que c'est vraiment tellement bien fait que c'est rare que je dise ça, mais j'ai préféré écouter que de lire. Voilà, c'est mon avis. Mais je suis contente d'avoir le bouquin, hein, mais voilà, je vous en parlerai après. Donc on va parler de séries que j'ai aimées. Je vais pas vous mentir, pour les trois, ce sont des séries qu'on trouve sur Netflix, parce que je ne regarde que très peu la télé, et je préfère choisir le programme que de subir quelque chose qu'on m'impose à une heure précise avec des coupures pub, etc. C'est un choix personnel. On va parler d'un seul film parce que cette année j'ai pas regardé beaucoup de films. Vraiment, j'ai pas regardé beaucoup. En tout cas, il n'y a pas le souvenir de films. Si, je suis bête. Il y en a au moins deux. Voilà, je vais vous parler de deux films alors. Voilà. Je vais vous parler de trucs cool que j'ai trouvé cette année, que j'ai fait, etc. Et des trucs un peu moins cool. On mettra en perspective l'année en question. Mais ça, les deux dernières choses, des trucs cool que moi j'ai vécu et les trucs moins cool que j'ai vécu. Voilà. On mettra en perspective en se disant, voilà, on mettra à distance certaines choses, je dirais, pour le bien de ma santé mentale, mais on va parler des trucs, voilà, des trucs plus ou moins bien, et pour mettre en perspective, dans chacun d'entre nous, dans cette année, on a vécu des trucs extrêmement cool, et d'autres trucs vraiment moins cool, quoi, voilà. Alors, on va commencer par les livres, parce que je les ai à côté de moi, au moins on pourra évacuer ça. Donc le premier que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, que j'ai lu pendant mes vacances. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir. Donc c'est de Madeline Miller et c'est Circé. Je vais vous lire la quatrième de couve et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé et ce qui m'en est resté. Alors, fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé, la nymphe, grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère détonne. On la dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses. Plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée, pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout, puissante, libre, amoureuse. Vraiment, j'ai aimé ce livre. En fait, il reprend tous les mythes
grecque, voilà, autour de Circé, voilà, tout ce qu'on peut faire coller à Circé. Et vous allez avoir par exemple une explication pour Scylla. Voilà, quand on dit passer de Caribe en Scylla. Voilà. Pourquoi Scylla est devenue comme ça. Vous allez avoir... Enfin, il y a plein de... Il y a de l'amour, il y a de la trahison, il y a de la déception, il y a beaucoup d'orgueil, voilà. Hein. Et puis, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de... Ouais, c'est l'humanité, en fait, qui ressort. C'est ce côté sorcière et ce côté qui va avec ce côté sorcière ou ce côté sorcier, d'accord, où il y a une espèce d'humanité qui jaillit de là-dedans, il y a une espèce de douceur, une espèce de bienveillance, en fait. Donc, même si le chemin est parfois tortueux, même si le chemin... Et je trouve que ça fait très écho... Alors, faut vraiment mettre en relation et avoir beaucoup d'imagination, mais je trouve que ça fait très écho à aujourd'hui, à ce côté quand on est différent, comment on est perçu, comment on est vu, comment on est jugé, comment parfois on est exilé. Désolée. Un jour, moi ça m'a fait penser à un truc que j'ai vécu. Un jour, avec mon mari, on était invités pour un jour de l'an chez des amis, mais vous voyez ce genre d'amis où on sent que c'est la fin de la relation. On sent qu'on n'a plus grand-chose... on partage plus beaucoup de choses, en fait. Hein. On est sur deux visions différentes de la vie. On est sur... voilà. Et on y va quand même pour faire plaisir, parce qu'on s'est dit... On s'est engagé il y a 4-5 mois, à un moment où ça allait encore. Et là, on sent que ça va plus du tout. Et comme on s'est engagé et que on sait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'amis, en fait, hein, on s'est dit, bah, on va pas faire faux bon. On va quand même y aller. Quitte à passer un jour de l'an moisi, on va y aller. Et ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que quand on est arrivé, au bout de même pas 1 heure, y a un des convives qui était... Donc, c'est pour dire qu'ils n'avaient pas beaucoup d'amis, c'est qu'ils avaient invité les amis de leurs parents. Et alors c'est bien, hein, mais généralement le jour de l'an c'est plutôt entre potes, quoi. Enfin, en tout cas pour nous. Et il y a l'ami de son père qui était complètement bourré au bout d'1 heure et qui nous regarde et qui nous dit, vous savez, un jour on est invité, puis le lendemain on est évité. Et ça m'a fait penser à ça. Ce genre de pic passif-agressif, vous allez retrouver ça dans Circé, dans son histoire, en fait. Et je trouve que c'est à ça qu'on forge la tolérance, la bienveillance. Je trouve que c'est à ça, à force de situations comme ça, je trouve que on forge une sorte de carapace en se disant c'est pas grave, en fait. Vous voyez, et à la fin, ça devient pas grave parce qu'on sait, nous, dans notre tête, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, en fait. Et on sait que, je trouve que dans le livre, ceux qui connaissent le mythe, vous voyez Circé, vous voyez Ulysse, tout passe dans la vie. Même s'il y a quelque chose de fort qui est partagé, tout passe dans la vie. Tout ne fait que nous accompagner un certain temps pour disparaître. On vient seul, on part seul, en fait. Et je trouve que c'est superbement illustré dans le livre. Et parfois, on rencontre des gens qui vont nous accompagner un très long chemin et d'autres beaucoup moins longtemps. Voilà. Ensuite, tout autre livre, mais j'ai vraiment aimé. Franchement, je l'ai mis en premier, parce que si vous ne devez en retenir qu'un, si vous aimez la mythologie, si vous aimez le fantastique, si vous aimez le féminisme, si vous aimez, et on peut aimer le féminisme sans être une femme, d'accord? C'est juste une histoire d'acceptation de l'égalité de la femme, c'est tout. Voilà, si vous aimez ça, Circé, c'est un livre fait pour vous. Je l'ai trouvé chez Cultura, je pense qu'on peut le trouver sur Amazon, et il est à 8,50 € et il fait... Faut pas se laisser impressionner par le nombre de pages, ça se lit tout seul. Hein. Il fait 572 pages. Voilà. Ensuite, Maître Mot. Ce bouquin, alors j'ai plus le bandeau, mais normalement il y a un bandeau rouge ici, comme dans beaucoup de bouquins. Ce bouquin, c'est la découverte pour moi personnelle de cette année. J'aime beaucoup les trucs de true crime. J'aime beaucoup
J'aime bien On de la raconte, j'aime bien Faites entrer l'accusé, j'aime bien Victoria Charlton, j'aime bien Sonia Liu, j'aime bien Liv. J'ai même oublié un marque-page dedans, de celui de Célia. Maître mot, en fait, alors je vais vous lire la 4e de couve et après je vous en parle. Donc Jean-Yves Moyard était avocat au barreau de Lille, sa ville natale, avocat provincial, comme il aimait à se décrire. Pénaliste dans l'âme, il se donnait corps et âme à son métier. La nuit, il profitait de ses insomnies pour raconter les histoires qu'il avait vécues. Il les publiait sur son blog sous le pseudonyme de Maître Mot. Les récits les plus forts ont été rassemblés dans un livre, Au guet-apens, qui a suscité bien des vocations. Personne n'a su comme lui raconter l'humanité des prétoires. Ces histoires ont la force du réel. Si la fiction a besoin vraisemblablement... Pardon, je suis désolée. Si la fiction a besoin de vraisemblance pour être crue, la vie est capable de tout. La justice ordinaire est souvent extraordinaire. Ce livre aujourd'hui épuisé méritait une nouvelle vie. Cette 3e édition est augmentée de textes inédits. De nouvelles générations de lectrices et de lecteurs pourront ainsi découvrir le cœur immense de cet avocat humaniste qui portait la peine des autres, se consumait pour eux et ne riait que de lui. Seuls les mots de la chroniqueuse judiciaire du Monde, Pascal Robert Diard. Selon les mots, pardon. Écoutez, ce livre, pour moi, je suis désolée pour ma lecture, mais alors, ce livre, pour moi, c'est une révélation, en fait. J'étais pleine de certitude parce que moi, j'écoute... Alors, ce livre, je l'ai découvert grâce à Christophe Ondelat dans Ondelat raconte, qui a raconté 2 ou 3 histoires. C'était au printemps dernier. Et c'était une révélation. J'étais pleine de certitudes sur le monde judiciaire français, j'étais pleine de certitudes, comme tout le monde en fait, hein. On n'y connaît pas grand-chose, mais on se pense expert d'eux. Et en fait, je trouve... Par exemple, vous voyez, moi j'avais une vision des avocats qui défendaient l'indéfendable, pour moi, hein, c'est-à-dire les crimes. J'avais une vision très cynique de ces avocats-là. Et lui, il a réussi à me faire comprendre qu'on ne défend pas un coupable de crime. On l'accompagne. On l'accompagne dans la reconnaissance de son crime. Et tout ça dans le but que, quand on est un bon avocat, hein, tout ça dans le but d'accompagner aussi les victimes et les familles des victimes, quand les victimes ne sont plus là. C'est tout ça dans le but de faire un deuil. Pour l'accuser, de faire le deuil de ce qu'il a fait, pour pouvoir se reconstruire en prison, en tout cas avoir une forme de reconstruction et une forme de reconstruction à sa libération, ce qui ne marche pas toujours, parce que tous les avocats ne sont pas comme Maître Mot, justement. Il n'y a pas toujours cette humanité dans... alors, c'est une humanité franche, hein. C'est une humanité crue, on est d'accord. C'est une humanité où on dit les choses, en fait. Hein. C'est une humanité qui consume parce qu'il est décédé. C'est une humanité qui est sans phare, en fait, qui essaye pas d'arrondir les angles, qui essaye pas de mettre, on va dire, une lumière tamisée sur qui la personne est, ce qu'elle a fait, les actes, en fait. Hein. Par exemple, dedans, il y a une histoire qui m'a vraiment touchée. C'est l'histoire d'un enseignant qui a fait des attouchements, voilà, et sur ses élèves, et qui reconnaît, en fait, hein, qui reconnaît avoir fait ça, et qui s'en veut terriblement, mais terriblement, et qui pleure. Et d'ailleurs, dans son bureau de Maître Mot, voilà, de Maître Moyard, on l'appelle la pleureuse ou un truc comme ça. Et sur le moment, quand je commence à lire l'histoire, je me dis, oh là, je vais pas aimer, c'est vraiment un sujet qui, pour moi, est... Voilà, c'est pas possible, quoi. Et ce monsieur-là, en fait, il est accusé par ses filles, après. Sauf que là, il reconnaît pas. Sauf que là, il dit que c'est faux, que c'est pas vrai. Que sa femme a toujours... Enfin, que son ex-femme a toujours cherché à séparer les enfants, la. Et que là, par contre, il reconnaît pas. En fait, il dit que non. Il dit qu'il a jamais fait ça à ses filles et que il voit pas pourquoi il reconnaîtrait pas ça alors qu'il reconnaît tout le reste, en fait. Et en fait, ce monsieur, il est tellement
Déjà, il a tellement conscience de ce qu'il a fait et il est tellement dans une espèce de trou noir, un puits. C'est même pas un tunnel, c'est un puits en fait. Il ne fait que tomber, tomber, tomber. Parce que vous vous imaginez bien que un coupable qui reconnaît avoir fait des choses sur des élèves et qui ne reconnaît pas avoir fait des choses sur ses enfants, enfin, on va chercher à savoir s'il n'essaye pas de minimiser ses actes. C'est ce qui est normal, ce qui est logique en fait. Hein. De prime abord, quand on reconnaît avoir fait quelque chose comme ça et qu'on est accusé encore par un autre public, quel qu'il soit, on pense d'abord aux victimes. On se dit d'accord, ouais, il y a de fortes chances que. Pourquoi il se sera arrêté là? Mais lui, il n'a jamais voulu reconnaître ça. Et en fait, il a préféré mettre fin à sa vie, quoi. Et on sent l'avocat qui est peiné, qui est plus que peiné, en fait, qui est bouleversé. Et dans la manière de raconter, on ne juge pas, en fait, ni les enfants qui ont accusé à tort ou à raison, ni son acte, on juge rien, en fait. C'est juste que on met en lumière ça. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Et j'ai aimé ce livre et je vous le recommande. J'ai eu du mal à en sortir. Vraiment, j'ai eu du mal à en sortir. En plus, pendant les vacances, j'avais commencé par celui-ci parce que j'avais envie de commencer. Je m'étais dit, oh, tu vas commencer par un truc que t'aimes bien, le true crime et tout. Et en fait, s'il y a des histoires très légères, il y a aussi des histoires bouleversantes. Il y a aussi des histoires qui restent dans la tête. Et à la fin du bouquin, moi, j'ai comme lancé une prière pour son âme à Maître Mot, parce que des avocats comme ça, je pense qu'on rêverait d'en connaître. On rêverait pas d'avoir affaire à eux. Non, non, parce que ça veut dire qu'on a fait une bêtise, donc non. Mais on rêverait de les connaître ça redonne foi en la justice. Je trouve que ça redonne foi en l'institution. Vraiment, je vous le conseille. Et une lecture plus légère que j'ai pas fini, mais que je peux vous en parler parce qu'en fait c'est une série de bouquins et j'en ai déjà lu quelques-uns et j'adore vraiment. C'est les Agatha Raisin, donc de MC Beaton, chez Albin Michel. Alors Maître Mot, c'est aux éditions Les Arènes et il était à 20 €. Celui-ci je l'ai eu sur Amazon. Et celui-ci je l'ai acheté avant-hier je crois. Il a 14,90 €. Alors, je vais vous lire. La détective Agatha Raisin s'est récemment mise à la marche sportive. C'est bon pour la santé, mais pas de tout repos. Sur le terrain de Boulingrin, je sais pas c'est quoi, d'un parc, le corps d'un vieux monsieur lui fait accélérer le pas. Harry Nelson, surnommé l'amiral, aurait succombé à un herbicide conservé dans une bouteille de rhum. La victime, il est vrai, avait un sacré penchant pour la bouteille, mais Agatha doute qu'il s'agisse d'un accident, et lorsqu'une voiture manque de l'écraser, il devient clair que quelqu'un n'a pas envie de voir l'affaire élucidée. Voilà, alors je vais vous lire un petit... le reste en fait... Avec plus de 800 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss Marple, version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire sauce dans votre thé. Enfin, je suis pas très bonne. Hein. C'est comme si la célèbre détective d'Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs de cougar, un humour caustique et mangé de la vache folle. On est en Angleterre, c'est un régal. Voilà. Écoutez, c'est exactement ça. Là, bon, pour le coup, vous avez compris, c'est l'histoire comme un club de personnes âgées avec un terrain de boulingrin, je sais pas ça veut dire quoi. Et donc on a un vieux monsieur qui... C'est comme une enquête d'Agatha Christie ou comme un Cluedo, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une personne allongée sur le sol, on sait pas avec quoi elle est morte, on se doute bien parce qu'il y a une bouteille de rhum pas loin. Il y a des témoins, il y a des gens qui arrivent après, c'est dans un écosystème un petit peu à l'anglaise, avec des non-dits, des trucs comme ça. C'est très très sympa à lire, c'est une petite enquête. Moi je trouve que pour les fêtes, je l'ai acheté pour ça. Je l'ai commencé hier soir. J'ai lu le premier chapitre et puis voilà, on va aller en allant. J'aime beaucoup, les chapitres sont assez grands parce que, par exemple, le premier chapitre, il fait 30 pages et le deuxième... ça fait 30 pages par chapitre. Et il est assez court par contre. Hein. Donc il y a... Non, ça c'est... Il y a 32 bouquins pour l'instant.
Je crois. Non, un peu plus peut-être. Parce qu'il y a des... Comment dire, il y a des sous-machins là. Celui-là, il fait 264 pages. Et donc, vous avez Agatha Raisin Enquête. Alors, moi, j'ai le 1, La Quiche Fatale. J'ai Vacances Touristes. Au théâtre ce soir. Et donc, Cul-Sec. Voilà. Et après, il y a les enquêtes de Hamish McEb. Ça, je sais pas c'est quoi, je n'en ai pas. Les enquêtes de Lady Rose et les chroniques de Bond Street. Voilà, mais bon, moi j'ai préféré... Enfin, j'ai pas vu les autres, mais j'aime bien les Agatha Raisin, donc... je trouve que c'est très léger, c'est une espèce de d'Agatha Christie avec une protagoniste un petit peu tarée. Vous voyez, voilà, Miss Marple, mais un peu gogol, un peu tarée, un peu omnubilée par ses jambes, à toujours se comparer aux autres, un peu avec des tendances un peu cougar, un peu dragueuse. Voilà, j'aime bien, elle a des réflexions. Ça me fait penser à un mélange entre Miss Marple et Bridget Jones, en fait, vous voyez. Il y a un petit côté... comme ça, j'aime beaucoup, ça se lit facilement, c'est pas de prise, il y a pas de prise de tête. Vous n'allez pas tomber sur des mots que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas, c'est vraiment très très fluide, très très simple. C'est franchement, ça se lit comme on regarde une série Netflix. Voilà, ça va très vite. Voilà, voilà. On a été coupé. Donc je vous disais, ça se lit super vite, comme une série Netflix en fait. Hein. Ensuite, on va parler, donc, c'est fini pour les livres, c'était la plus grosse partie, voilà. On va parler des fictions, en fait. Alors, vous avez une fiction, je vais commencer par celle-ci, elle est sur YouTube, elle est disponible pour tout le monde, c'est Le Donjon de Nullback. Je vous mettrai en barre d'informations. Le Donjon de Nullback, en fait, c'est une fiction un petit peu fantasy médiévale, fantastique, vous voyez, un truc un peu, voilà, et humoristique, surtout. De toute façon, les trois, ouais, c'est humoristique, parce qu'on a besoin de rire. Franchement, je sais pas vous, hein, mais moi, 2022 a été suffisamment... Je trouve que, voilà, l'ambiance a été... on aime bien jouer à se faire peur. Ouh, je m'autoflagelle. Ouh, j'ai peur. Ouh. J'ai besoin de rire. Donc le donjon de Nullback, c'est très long, ça dure un peu moins d'une dizaine d'heures, je crois. Il y a le bouquin aussi, mais je vous conseille, c'est celui-ci. Où il y a le bouquin, j'ai le bouquin, mais je vous conseille clairement la fiction. En plus, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Donc le donjon de Nullback, ça parle d'une troupe, comme beaucoup, vous voyez, comme les jeux de rôle, ça parle d'une troupe. Donc on a le nain, l'elfe, on a le ranger, la sorcière, enfin voilà, une troupe hein, avec le troll, je crois, et puis je sais plus trop, je crois qu'il y a un autre protagoniste, le barbare. Et donc, voilà, ils partent et il leur arrive des aventures, ils ont des quêtes, et en fait, ça fait comme sur un jeu de plateau. C'est-à-dire que à un moment donné, tu as des impôts à payer, à un autre moment donné, il y a une quête, et puis finalement, on a réussi, mais à moitié, du coup, on n'a pas... Voilà. C'est comme un jeu vidéo. Voilà, comme un jeu vidéo à l'ancienne, avec la troupe, le machin, voilà. Et là, la particularité, c'est que, évidemment, ce sont des acteurs qui jouent, et on a par exemple un elfe qui, à chaque fois qu'elle prend du niveau, elle a une taille de bonnet supplémentaire. On a un nain qui déteste l'elfe et qui du coup passe sa vie à la vanner, qui elle passe sa vie à chouiner. C'est marrant. On a un barbare, qui est barbare, hein, ouga ouga, caricature. On a la sorcière, enfin c'est la mage qui, elle, soi-disant, sait plein de trucs, mais en fait, tu te rends compte qu'elle sait pas grand-chose. On a le troll qui est à moitié taré aussi. Voilà, c'est vraiment marrant, mais ce qui me font le plus rire dans cette fiction, c'est vraiment le nain et l'elfe. À un moment donné, je vous spoil un truc. À un moment donné, ils se retrouvent dans... Je vous dis pas ça à quel moment. Ils se retrouvent dans un bar, et le tavernier dit... c'est l'heure gratuite pour une pinte, acheter une pinte offerte. Et donc le nain, qui est un vrai poivreau, court vers le bar et il dit bonjour, je voudrais que la pinte offerte. Et le tavernier dit non, c'est une pinte achetée, une pinte offerte. Il dit non, non, moi je veux la pinte offerte. Voilà, eux ils en ont acheté, moi je veux celle offerte.
Alors Tavernier, non, c'est pas comme ça, vous en achetez une là, et je vous... Et du coup, à la fin, au bout des tractations, il finit par dire, si je vous donne quelque chose, vous me donnez la pinte offerte. Et Tavernier, pour s'en libérer, il dit oui, il appelle l'elfe et lui dit, vas-y, soulève ton haut. Et elle, qui n'a pas les codes, pour elle, c'est pas du tout sexuel, elle soulève, et du coup, bah, il a sa pinte offerte. Et du coup, ouais, c'est marrant parce que c'est drôle, en fait, parce qu'on est dans un monde alternatif et que il y a... Alors ouais, c'est... si on sortait ça maintenant, hashtag MeToo déglingue le truc, hein, vraiment. Mais moi, j'ai trouvé ça drôle. Je suis une boomer, je ne sais pas, c'est comme ça. Ensuite, je vais vous parler du Chevalier Bourré. Ça, c'est sur Spotify. Sur Spotify, vous pouvez aussi écouter de manière gratuite, mais vous allez vous taper des pubs. Ça, voilà. Le Chevalier Bourré, c'est une fiction, encore une fois, parce qu'on est dans les fictions, hein, auditive, voilà, audio. Et donc, ça parle d'un chevalier complètement ivre, pareil, qui vit dans un monde un peu médiéval, hein, et qui a une quête, et du coup, qui va croiser des protagonistes comme ça dans l'histoire. Il va devoir faire alliance avec une femme, une princesse, et puis il y a un vampire, et puis, enfin voilà, il y a des méchants, une sorte de Team Rocket, mais pas vraiment méchant, et bref. Et à la fin, le dénouement, je pense qu'il va vous surprendre, et le dénouement, en fait, il est bien. En fait, il fait réfléchir, le dénouement. Il fait réfléchir. Mais l'histoire, elle est vraiment marrante. Donc, je vous la conseille parce que, genre, au départ, c'est Olivier, le chevalier bourré. Et en fait, il a commencé à boire parce que sa mère était prostituée. Et que elle l'a laissé en bas d'un immeuble, enfin, de là où elle travaillait. Et il a rencontré un poivreau qui lui a dit tiens, si t'es triste, bois ça, ça va passer. Puis il a bu, puis il a jamais arrêté, quoi, en fait. Donc voilà. Et puis du coup, il est un peu bébête, un peu voilà, un peu naïf, un peu bébête. Voilà. J'aime bien le Chevalier Bourré, mais mon histoire préférée de tous les temps, le best of the best, c'est Reflet d'acide. C'est une fiction un peu comme le donjon de Nullback, mais c'est une fiction en fait autour. Alors le protagoniste c'est un semi-démon qui ne dit pas qu'il est semi-démon parce que sinon on ne l'aiderait pas. Il y a un nain, un elfe, cette fois-ci que des hommes. On a un homme venu d'une autre planète, enfin non pas d'une autre planète, d'un autre univers, voilà. On a un moine, mais alors c'est un moine particulier parce que c'est un moine de Travia. Et donc, non, c'est pas Travia, c'est, je sais plus. Mais c'est un moine en fait d'une divinité charnelle, je dirais, vous voyez, hein, voilà. Et du coup, en fait, il est un peu, c'est un peu un satyre, quoi. Il a un petit peu, il a des tendances. Vous allez dire, putain, il y a que ça qui t'amuse. Bah, non, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup rire, en fait, hein. Et le problème, c'est que ça, en fait, c'est en vers. Le reflet d'acide, tout le truc, en fait, c'est en rime. C'est des vers. Et donc, à chaque fois, il arrête ses mots à des moments particuliers, on va dire, à des moments où le mot peut prendre un double sens, vous voyez. Et du coup, l'homme qui vient on va dire, d'une autre dimension, eh bien, ça l'énerve, en fait. Et du coup, il est toujours un petit peu au taquet. Et donc là, ils doivent arrêter le père du protagoniste, sans qu'il sache pour le moment que c'est son père. Et enfin, après, il y a plein de choses qui vont se passer. Et c'est à mourir de rire. Vraiment, les jeux de mots, les doubles sens, c'est pour ceux qui aiment ça, vraiment, vous allez vous régaler. Je vous conseille Reflet d'acide, encore une fois. C'est sur Spotify, mais je pense que vous pouvez le trouver aussi sur Internet. Je pense qu'il a un site Internet. Il est en train apparemment de travailler sur la saison 2. Je vous le conseille, mais genre à 1000%. Si vous avez Spotify, foncez. Voilà. Ensuite, en podcast, alors là, ça va être du coup sur Spotify parce que j'ai pas Deezer, enfin, j'ai Deezer, mais j'y vais jamais. J'ai Amazon euh, Musique ou je sais pas quoi, mais j'y vais jamais. En fait, j'aime bien Spotify, donc c'est intuitif pour moi.
Bref, en podcast, le premier dont je vais vous parler, c'est Passion Antiquité, mais vous avez aussi Passion médiéviste et vous avez aussi Passion moderniste. Antiquité avec un S et Passion médiévale et Passion moderniste avec un S. Voilà. Parce qu'il y a autant de visions de l'histoire que d'historiens. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle met des S et ça c'est cool. C'est des podcasts, voilà, choisissez moi j'ai commencé par Passion Antiquité, il y a pas beaucoup, je pense que ça fait pas très longtemps qu'elle l'a mis, qu'elle a ouvert ce podcast, mais Passion médiéviste, vous avez une centaine d'épisodes et je vous conseille dans Passion médiéviste, les amis, si vous avez des enfants qui sont en train d'étudier cette période-là, pour vous remettre dans le bain, je vous conseille Super Joute Royale. Alors rien à voir avec un truc hyper cadré, hyper scolaire, mais c'est expliquer les rois de France depuis les Mérovingiens, en fait, début de, on va dire, de la période médiévale, donc de l'an 500, jusque 1500. Et donc, Super Joute Royale, ça vous décrypte un petit peu de manière drôle, en mettant des points, vous voyez, un peu à la Poudlard, en mettant des points comme ça, des bons points pour ci, mauvais points pour ça, moins 20 points pour ça, plus 30 points pour ça, et je trouve ça vraiment marrant, même si vous n'avez pas d'enfants dans cette période-là, franchement, écoutez, ils se prennent pas la tête, en fait. Et la manière dont ils ont d'expliquer les choses, c'est drôle. Voilà, c'est très drôle. Après, à côté de ça, moi j'aime bien l'histoire, donc je vais écouter Passion Antiquité parce que du coup ça nous apprend beaucoup de choses sur l'Antiquité. Passion médiéviste, c'est pareil, on parle pas que du Moyen-Âge en France, on va parler du Moyen-Âge connu, on va dire. Voilà, Et en fait, ce sont des historiens, des gens qui ont passé une thèse ou qui sont en master d'histoire, en master 2, des trucs comme ça, qui viennent discuter du sujet qu'ils ont étudié. Ensuite, je vais vous parler d'un podcast. Heureusement que je suis pas monétisée, parce que sinon, là, je vous aurais dit « Ah, mais c'est sûr, je vais être démonétisée ». Le titre du podcast, c'est « Vénus s'épilait-elle la chatte ?» Désolée, c'est le nom du podcast. Et ouais, donc c'est vraiment super... c'est super, en fait. C'est un podcast féministe qui décortique un petit peu le rapport aux autres, autour du féminisme, en fait. Tu vois. Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que comme ça? Est-ce que... Enfin, et toujours autour de la discussion, en fait. Toujours autour de la discussion et avec un regard... voilà, je vous invite vraiment à aller faire un tour, c'est très bien. Et puis, le dernier, c'est les bulles de l'histoire. Vous allez me dire, oh, Founé, ça fait 2 trucs historiques. Ouais, mais c'est ce que j'écoute le plus, en fait. Hein. Donc, les bulles de l'histoire, c'est pareil. C'est une personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous tapez les bulles de l'histoire et vous aurez. En fait, qui vient prendre, par exemple, un événement et le décortiquer avec un œil d'historien, avec un œil d'aujourd'hui, avec un œil d'hier aussi, vous voyez, remettre dans le contexte, en fait. Hein. Alors d'abord, c'est tout un travail de remise dans le contexte, puis après de mise à distance et de regard d'aujourd'hui sur ce truc-là, vous voyez. Du coup, moi j'aime bien. Après, il y a une petite musique dans le fond. Au début, j'ai trouvé ça un peu désagréable, cette musique dans le fond. Puis finalement, j'ai bien aimé. Finalement, ça fait partie du truc et du coup, j'attends avec impatience à chaque fois les sorties de... C'est pas régulier par contre. Hein. Ensuite, on va parler des séries. Sans surprise. Sans... Ouais, je vais pas vous surprendre, en fait. Hein. La dernière série que j'ai regardée, c'était... Sandman. J'ai adoré. Voilà. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Moi, je vais vous parler de la série Mercredi parce que il y a beaucoup de gens qui ont été déçus en se disant je voyais ça plus sombre, j'ai trouvé que c'était une espèce de Harry Potter. J'ai beaucoup vu ça en commentaire sur des trucs de Netflix, etc. Moi, j'ai adoré.
Vraiment, j'ai adoré. Je m'attendais pas à un truc plus sombre parce que c'est mercredi. C'est censé être une adolescente, c'est censé être une gamine de 15-16 ans. Euh, vous voyez, un peu comme Sabrina, c'est-à-dire que... Euh, et quoique Sabrina était peut-être un peu plus sombre, mais, mais pas beaucoup plus, je trouve. Pas beaucoup plus, en vérité. Et moi, j'ai trouvé que pour une première saison, c'était très bien. J'ai trouvé que pour une première saison, ça s'est pas étiré en longueur. Je pense que peut-être après, ça deviendra un chouille plus sombre, mais j'ai trouvé que c'était tout en clair-obscur et j'ai vraiment aimé. Je trouve que l'actrice, elle tient le rôle à la perfection. Je trouve que le père, quand on connaît la famille Adams et quand on s'arrête pas aux deux versions cinématographiques, quand on va chercher la base de la famille Adams, le père colle très bien finalement. Par contre, j'ai eu un souci avec Catherine Zeta-Jones, j'adore cette actrice, mais dans le rôle de Morticia, moi je n'arrive pas à la voir en Morticia, j'arrive à la voir en magnifique Catherine Zeta-Jones. Voilà, je n'arrive pas à la voir en Morticia. Le frère, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire par la suite, mais je trouve qu'il tient bien le rôle aussi. Je trouve que les protagonistes autour de Mercredi dans l'école sont parfaits. La directrice Gwendoline, elle est géniale. Voilà, enfin c'est son vrai nom, son vrai prénom. Je trouve que Gwendoline Christie, celle qui joue Brienne dans Game of Thrones, elle est juste top. D'ailleurs, dans tout ce que. Dans Sandman, elle y est aussi, elle est juste top aussi, donc c'est une actrice que j'adore. Voilà, je trouve que c'est parfait. Ensuite, la deuxième série, tout autre chose. C'est une série que vous pouvez regarder maintenant parce que vous avez du début à la fin, puisqu'elle est terminée. C'est la série Lucifer, et là, c'est un autre monde, mais je trouve que elle est marrante, c'est intelligemment fait, en fait. C'est marrant, ça fait un peu réfléchir de temps en temps, il y a des petits trucs, voilà. Ça se prend pas la tête. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai bien aimé Lucifer, j'adore l'acteur, c'est très beau, ce qui ne gâche rien. Euh, Moi j'aime bien. Voilà, il y en a qui vont me dire ah ouais c'est un peu cucul la praline, c'est un peu ça part dans des trucs. Ouais mais j'aime bien en fait. Hein. C'est donc le diable qui est venu sur Terre et qui en a marre d'être méchant, vous voyez, de faire le méchant, alors que bah en fait qu'on le perçoive comme tel, alors qu'en fait il est là pour euh, quelque part nous, c'est pas pour nous punir, mais c'est pour nous aider à réfléchir en fait. Et donc voilà. Et là pour nous accompagner dans notre enfer, en fait, tout simplement, quand voilà. Et en fait, il tombe amoureux d'une policière, et du coup, il se met à faire des enquêtes, et du coup, il fait du bien, finalement. Et donc voilà, je trouve que pour se détendre, c'est très bien. Pour se détendre, c'est très bien. Ensuite, évidemment, je vais vous parler de la série chouchou depuis quelques années, c'est les Chroniques de Bridgerton. Moi, j'ai lu les bouquins. Donc j'ai pris un peu d'avance. Je pense que j'ai au moins 2 saisons d'avance. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini, mais j'aime bien cette série. C'est un bonbon sucré que j'attends avec impatience. Et donc c'est pour ceux qui n'ont pas regardé sur Netflix, ça se passe dans une sorte de Londres victorien un peu idéalisé. Vous voyez, un peu comme les films de Sofia Coppola. Enfin, comme le film de Sofia Coppola sur Marie-Antoinette, un bonbon sucré, quoi. Voilà, ce truc-là. Et donc, on suit l'histoire d'une famille, et puis, dans cette famille, on lit les chroniques de Bridgerton qui parlent des uns et des autres, comme un journal mondain, un peu piquant, en fait. Hein. Et donc, on a découvert qui était celle qui écrivait dans les bouquins, mais je ne veux pas vous spoiler parce que je crois qu'on ne l'a pas découvert dans la série. Si, on l'a découvert dans la série. Si, on l'a découvert dans la série. Mais bon, je vous laisse découvrir, je ne veux pas spoiler. Hein. Et donc voilà. Je vous conseille, pour les fêtes, c'est parfait si vous n'avez pas encore commencé à regarder un petit bonbon sucré. C'est vraiment idéal. Pour le film, alors, le premier dont je voulais vous parler, c'est Le Dernier Duel. Pourquoi j'ai aimé ce film? Et je l'ai regardé avec mon mari, et normalement, les films historiques, c'est pas sa came. Là, on a regardé ensemble parce que c'est un film historique qui fait réfléchir. C'est-à-dire que c'est l'histoire du dernier duel. Le dernier duel, c'est quoi? Donc, c'est Carouge et je ne sais plus.
Donc c'est une sorte de deux nobles, en fait, hein, dans une période médiévale. Et donc il y en a un, Carouge, qui se marie avec une femme, une très belle femme. Et en fait, son ami va venir, enfin son ami, parce que c'est pas vraiment son ami, en fait, hein. Cette personne qui ne cesse d'avoir les faveurs du roi et donc qui ne cesse de passer devant Carouge alors que lui finalement est un noble parvenu entre guillemets puisque bah il a gagné son titre de noblesse, il l'a pas hérité, donc vous voyez dans une époque où c'était important l'hérédité, etc. Eh bien cet homme-là va venir violer sa femme. Sauf que dans le film, on commence donc par la vision de Carouge. Et donc on voit Carouge qui lui aime sa femme profondément, etc. Et on voit comment cet événement va venir percuter euh, sa vie à lui, sa vision de la vie. Puis on va voir la version de la personne qui a violé sa femme, qui lui ne prend pas ça comme un viol. Il prend ça comme une histoire d'amour, voilà, d'accord. Donc quand on a vu ces deux histoires-là, on se dit mais c'est quoi la vraie version? Et puis on a la version de la femme, qui semble être la plus juste, on va dire. Et je vous spoil pas, parce que je vous laisse regarder, c'est la dernière des versions. Et là, tout est remis en perspective. On se rend compte que ce qu'on a vu dans la version Carouge et de ce qu'on a vu dans l'autre version, finalement, c'était leur vision des choses. Les choses, en fait, c'est un même moment vu par trois personnes et vécu par trois personnes. Et on se rend compte que selon de l'endroit où on se place, on voit les choses très différemment. Mon mari, qui d'habitude déteste les films historiques, m'a dit « J'ai bien aimé, parce que du coup, ça fait réfléchir sur la notion de vérité. » Voilà, la notion de vérité. Et pourquoi le dernier duel? Bah, à l'époque, on réglait les problèmes... En tout cas, c'était la dernière fois où on a réglé le problème comme ça. Voilà, et c'est vrai que la problématique de vérité, elle est quand même propre à chacun, je dirais. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, les trucs cool que... Enfin, les trucs que moi j'ai perçus comme cool... j'ai perçu comme cool les sorties de mes jeux. J'ai quand même sorti... je peux dire que 2022 a vu sortir le plus grand nombre de jeux. En tout cas, a vu la mise en vente du plus grand nombre de jeux. Déjà avec la boutique, voilà, qui s'est mise en place, même si on a eu des soucis, machin. On a l'Oracle Aquarelle qui, en 2022, a vraiment trouvé son public. Il y a un doux moment avec Mademoiselle qui s'est arrêté en 2022. Je n'en ai plus. Je vais en recommander, mais pas maintenant. On a un Noël avec Mademoiselle qui est sorti juste avant 2022 et qui a continué à se vendre tout au long de 2022. On a un Samhain avec Mademoiselle qui est sorti et qui, dès sa sortie, s'est quand même bien vendu, même s'il m'en reste. Hein. Mais voilà, ça c'est... On sent que il y a eu une petite hype légère, mais quand même là. On a l'oracle des messages essentiels qui, voilà, se vend. Et on a surtout une volonté très claire et très affichée de ma part de ne pas de ne plus essayer de faire des jeux très très chers. En fait, je préfère faire des objets voilà, où il n'y a pas la superbe boîte, machin, où il n'y a pas les dorures, où il n'y a pas ci, où il n'y a pas ça, mais avec où il n'y a pas le livret par exemple, mais avec une qualité de carte qui est bonne et que tout le monde puisse se l'offrir. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai enfin dépassé, vous savez, ce truc, quand on est créateur de ce truc, de se dire, ouais, je veux faire aussi bien que ça, que la concurrence, je veux faire aussi bien que un tel, j'ai envie de machin. Je me suis coupée un petit peu de tout ça, et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le plus important? C'est de faire des objets magnifiques dont, ouais, c'est clair, t'es fier, tu peux afficher, etc., mais que personne peut s'offrir. Ou des objets que finalement les gens peuvent s'offrir et utiliser et que ça puisse aider au plus grand nombre. Je pense que ma vocation, c'est la deuxième. Voilà. Le potager. J'ai adoré faire mon potager. Et là, je vais vous donner un petit truc. Je vais vous raconter un petit truc. On est le 26. Les enfants reprennent
le 3, je crois, ou le 2, je sais plus. Je crois que c'est le 3. Non, attendez. Dimanche 1er, lundi 2, mardi 3. Ils reprennent le 3. Le 5, j'enlève mon sapin, j'enlève tout. J'enlève tout Noël. Et je commence à préparer... c'est le printemps prochain, je commence à préparer. J'ai commandé des lumières pour aller dans mes mini-serres, pour pouvoir commencer à planter dès le mois de janvier, pour que la luminosité soit bonne, etc. Enfin, je suis au taquet. Je suis au taquet. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est les vacances, parce que vous allez voir, les vacances sont dans ce que j'ai aimé et dans ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai aimé pendant mes vacances, c'est le fait d'être en vacances. Ensuite, on va parler aux trucs moins cool, parce qu'en vérité, c'est juste ça. Ce que j'ai aimé, c'est être en vacances. Mais les trucs moins cool, bah, c'est l'endroit, pas de réseau, enfin, le camping qui était pourri. Mais en même temps, ce que j'ai aimé, c'est le fait maintenant, on sait qu'on ne fera plus ça. Voilà, c'est fini pour nous. Voilà. Les enfants sont trop grands et nous, on s'y amuse pas. Donc, voilà. Les trucs moins cool, bah, 2022, je dirais, j'ai pas aimé le truc de jouer à se faire peur, les médias, etc. Je trouve que l'ambiance générale, elle était pas... on a trop voulu... C'est comme si on avait pris goût, comme si on avait pris goût à la contrainte, à se faire peur, comme si on était rassuré d'avoir un carcan qui nous enserre, et j'ai pas aimé, en fait. J'ai pas aimé ça, parce que on se donne des excuses pour pas faire les choses, parce que tu comprends l'inflation, parce que tu comprends, là c'est peut-être pas le moment, vu le contexte, mais en fait non, on peut juste dire j'ai peur, et c'est plus honnête, en fait. Arrêtons d'aller chercher, ça j'ai moins aimé. Voilà, c'est tout ce que... Puis l'inflation, parce que j'en ai marre d'avoir des prix qui augmentent, mais bon, ça c'est tout le monde, hein. Voilà. Écoutez, je pense que on a fait le tour, hein. Et du coup, voilà. J'espère que je vous ai donné envie de lire les bouquins. J'espère que je vous ai donné envie d'écouter des podcasts, d'écouter des fictions. J'espère que je vous ai donné envie... Ah oui, le deuxième film dont je voulais vous parler, c'était Matrix. Je l'ai vu cette année, le dernier. Et j'adore Keanu Reeves, vraiment, c'est mon chouchou. Voilà, si je devais garder qu'un seul acteur dans la vie, je pense que... Ah, peut-être avec Brad Pitt. Mais j'hésiterais, mais je pense que quand même Keanu, c'est... Voilà, pour moi, il est beau à l'extérieur, il est beau à l'intérieur, enfin voilà, quoi. Et donc, ouais, j'espère vous avoir donné envie, mais Matrix, je pense que il y a peu de gens qui n'aiment pas Matrix. Vraiment, moi, j'adore Matrix. Voilà, j'adore. Bref, écoutez, comme je vous dis, j'espère vous avoir donné envie d'écouter, de lire, de regarder. Et puis sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon. Très très bon réveillon, que vous soyez seul, je pense à vous si vous êtes seul, que vous soyez en famille, entre amis. Nous, ça sera entre amis. Et on sera pas nombreux, mais c'est des amis comme de la famille. Donc voilà, c'est tout pareil. Je vous embrasse très fort. Encore une fois, un très bon réveillon. Et on se dit à l'année prochaine. À demain donc. Salut!